Le matin du 12 mars 1994, l'infirmière de nuit qui termine sa garde à l'hôpital psychiatrique de Bron découvre une chambre vide. Le lit est fait avec soin. La fenêtre entr'ouverte laisse entrer l'air froid de mars. Véronique Castellan, 42 ans, internée depuis 8 mois pour dépression sévère, a disparu sans laisser de traces. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas cette nuit-là, une panne électrique ayant coupé le système pendant près de 3 heures. Les portes closes de l'établissement auraient dû empêcher toute sortie non autorisée. Pendant 10 ans, sa famille cherche des réponses. Son ex-mari mobilise des détectives privés, affiche des avis de recherche dans toute la région Rhône-Alpes. Ses 2 enfants grandissent, sans savoir si leur mère est morte ou vivante. Les hypothèses se multiplient. Fugue volontaire, enlèvement, suicide discret dans les bois environnants. Aucune piste ne mène nulle part. L'affaire se referme progressivement dans l'indifférence des autorités, classée parmi les disparitions inexpliquées qui encombrent les archives judiciaires. Puis, en septembre 2004, un technicien des archives téléphoniques de France Télécom tombe sur un enregistrement oublié. Un appel passé depuis une cabine publique de Villefranche-sur-Saône, daté du 15 mars 1994, 3 jours après la disparition. Une voix de femme tremblante prononce quelques mots avant que la communication ne soit brutalement interrompue. Cette découverte tardive va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur la nuit où Véronique Castellan s'est volatilisée dans le silence glacé de l'hôpital psychiatrique. Au début des années 90, Lyon connaît une période de transformation urbaine intense. Les quartiers industriels se reconvertissent, les banlieues s'étendent vers l'Est. Dans ce contexte de mutation sociale, l'hôpital psychiatrique de Bron accueille une population de patients en souffrance mentale, loin des regards de la société. L'établissement, construit dans les années 50, présente une architecture austère typique des institutions de santé mentale de l'époque. Ses longs couloirs carrelés et ses chambres spartiates n'ont rien de rassurant pour ceux qui y séjournent. Véronique Castellan arrive à Bron en juillet 1993, après plusieurs tentatives de suicide consécutives à son divorce. Mère de 2 enfants de 12 et 15 ans, elle travaillait comme assistante comptable dans une PME de Villeurbanne avant que sa dépression ne l'empêche de maintenir une activité professionnelle. Son ex-mari, Michel Castellan, garagiste à Vaux-en-Velin, obtient la garde des enfants. Les visites à l'hôpital sont rares et difficiles. Véronique parle peu, refuse souvent de recevoir sa famille, sombre dans un mutisme que les médecins attribuent à sa pathologie. La nuit du 11 au 12 mars 1994 semble ordinaire. L'équipe de nuit effectue ses rondes habituelles. Vers 23 heures, Véronique est vue dans la salle commune, assise près d'une fenêtre, regardant fixement l'obscurité extérieure. Une aide-soignante lui propose un somnifère qu'elle refuse d'un geste de la main. À 1 heure du matin, la dernière ronde confirme sa présence dans sa chambre. Puis survient la panne électrique qui plonge une partie de l'établissement dans le noir pendant près de 3 heures. Les générateurs de secours ne se déclenchent pas. Lorsque le courant revient vers 4 heures, personne ne remarque immédiatement l'absence de Véronique. Ce n'est qu'au changement d'équipe, vers 6h30, que l'infirmière de jour constate que la chambre est vide. L'alerte est donnée. Les recherches commencent dans l'enceinte de l'hôpital, puis s'étendent aux bois environnants. Aucune trace de Véronique Castellan. Les portes de l'établissement étaient verrouillées, les fenêtres des chambres équipées de barreaux. Comment une patiente sous surveillance rapprochée a-t-elle pu quitter les lieux sans être vue ni entendue par le personnel de nuit? La disparition est signalée à la gendarmerie de Bron dans la matinée du 12 mars. Le capitaine Dumont, responsable de l'enquête, interroge le personnel de l'hôpital. Les témoignages se contredisent sur plusieurs points. Certains affirment avoir vu Véronique après 1 heure du matin, d'autres assurent qu'elle était déjà absente lors de la dernière ronde. La panne électrique complique l'établissement d'une chronologie précise. Les registres de présence sont incomplets. Les caméras n'ont rien enregistré. Dès les premiers jours, l'enquête se heurte à un mur d'incertitude et d'incohérence troublante. Avant de continuer cette histoire qui va vous glacer le sang, je voudrais savoir une chose. Dans les commentaires, dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Êtes-vous de Lyon, de Paris, peut-être de Marseille ou d'une petite commune de province? Cette histoire s'est déroulée près de chez vous, dans une France des années 90 où tant de disparitions restent inexpliquées. Si ce type d'enquête vous passionne, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun des prochains récits
que je prépare sur des affaires françaises oubliées. Et si vous voulez que je continue à explorer ces mystères qui hantent notre histoire récente, laissez un like maintenant. Les premières 48 heures suivant la disparition de Véronique Castellan sont marquées par une activité frénétique. Les gendarmes ratissent les bois de Bron, interrogent les riverains, examinent les alentours de l'hôpital. Des chiens pisteurs sont déployés mais perdent rapidement la trace. Michel Castellan, l'ex-mari, arrive sur place dans la matinée du 12 mars, accompagné de leur fils aîné Thomas. Il est sous le choc, incapable de comprendre comment l'établissement a pu laisser sa femme disparaître. Il exige des explications de la direction de l'hôpital qui reste évasive sur les circonstances exactes. La panne électrique devient rapidement le centre de l'enquête. Les techniciens de l'hôpital expliquent qu'un court-circuit dans le tableau principal a causé la coupure. Mais cette explication ne satisfait pas les enquêteurs. Pourquoi les générateurs de secours n'ont-ils pas fonctionné? Pourquoi la panne n'a-t-elle affecté que certains secteurs de l'établissement, notamment ceux où se trouvaient les caméras de surveillance? Le capitaine Dumont suspecte une manipulation volontaire, mais aucune preuve technique ne vient étayer cette hypothèse. Les installations électriques sont vétustes, mal entretenues. Les témoignages du personnel de nuit révèlent des zones d'ombre troublantes. L'aide-soignante de garde, Martine Leblanc, affirme avoir vu Véronique vers minuit et demi dans le couloir, près des sanitaires. Mais une infirmière contredit cette version, assurant que toutes les patientes étaient dans leurs chambres à cette heure. Un agent de sécurité mentionne avoir entendu des bruits de pas précipités dans l'escalier de service vers 2 heures du matin, pendant la panne. Personne n'a vérifié l'origine de ces bruits. La confusion règne dans les déclarations, comme si chacun tentait de minimiser sa responsabilité dans cette surveillance défaillante. Le dimanche 13 mars, une découverte relance l'espoir des recherches. Un promeneur trouve une veste en laine grise sur un chemin forestier à 2 km de l'hôpital. Michel Castellan reconnaît formellement le vêtement que portait Véronique lors de sa dernière visite une semaine avant sa disparition. La veste est en bon état, sans déchirure ni trace de violence. Elle était posée sur une souche comme déposée volontairement. Cette trouvaille suggère que Véronique a effectivement quitté l'hôpital et s'est dirigée vers les bois. Mais pourquoi abandonner sa veste par ce froid de mars? Et où est-elle allée ensuite? Les fouilles s'intensifient dans le secteur boisé autour du lieu de découverte. Pendant 3 jours, gendarmes et bénévoles explorent chaque sentier, chaque fossé, chaque clairière. Les chiens pisteurs détectent une piste qui mène vers la route départementale, puis se perd près d'un arrêt de bus. L'hypothèse d'un départ volontaire en transport en commun émerge. Mais aucun chauffeur de bus ne se souvient avoir vu une femme correspondant au signalement de Véronique ce week-end-là. Les caméras de vidéosurveillance de la gare routière de Bron ne fonctionnaient pas non plus, en cours de remplacement. Le 16 mars, 4 jours après la disparition, la première conférence de presse est organisée. Le capitaine Dumont lance un appel à témoins devant les caméras de France 3 Rhône-Alpes. Michel Castellan supplie sa femme de donner signe de vie, les larmes aux yeux. L'affiche de recherche est diffusée dans tous les commissariats et gendarmeries de la région. Le visage de Véronique Castellan apparaît dans les journaux locaux, sur les panneaux d'affichage municipaux. Pendant quelques jours, l'affaire suscite l'attention médiatique. Puis d'autres faits divers prennent le relais, et Véronique rejoint la longue liste des disparus dont on ne parle plus. Les semaines passent sans nouveaux développements. L'enquête piétine faute d'indices concrets. Les vérifications bancaires ne révèlent aucun retrait sur les comptes de Véronique depuis sa disparition. Sa carte vitale n'a pas été utilisée. Aucun appel téléphonique n'a été passé depuis son domicile ou celui de proches. C'est comme si elle s'était évaporée dans la nature sans laisser la moindre empreinte administrative ou financière. Les enquêteurs envisagent toutes les hypothèses. Fugue vers une nouvelle vie, accident mortel dans un lieu reculé, suicide soigneusement dissimulé, ou pire, enlèvement suivi d'un crime. En avril 1994, une piste inattendue surgit. Une femme contacte la gendarmerie, affirmant avoir vu Véronique dans un foyer social de Vienne, à 30 km au sud de Lyon. Elle l'aurait reconnue grâce aux photos diffusées dans la presse. Les gendarmes se rendent immédiatement sur place, interrogent les résidents et le personnel. Mais la femme en question n'est pas Véronique Castellan, simplement une ressemblance troublante. Cette fausse alerte épuise un peu plus l'espoir de la famille. Michel Castellan commence à envisager le pire. Il demande aux gendarmes d'élargir les recherches aux zones de carrière et aux plans d'eau
où un corps pourrait avoir été dissimulé. L'été 1994 marque un tournant dans l'affaire. Les recherches actives sont progressivement réduites. Le dossier reste ouvert mais sans moyens dédiés. Le capitaine Dumont, qui a mené l'enquête avec détermination, est muté dans un autre service. Son remplaçant reprend le dossier mais sans véritable conviction. Pour lui, Véronique Castellan a volontairement disparu pour échapper à sa vie, un cas classique de fugue en lien avec des troubles psychiatriques. Cette théorie devient la version officielle, celle qui permet de classer l'affaire sans la résoudre. Michel et ses enfants refusent d'accepter cette explication simpliste. Au fil des mois puis des années, la vie reprend son cours pour la famille Castellan. Thomas et sa sœur Émilie grandissent avec le poids de l'absence maternelle. Michel ne se remarie pas, consacrant son énergie à son garage et à ses enfants. Chaque année, le 12 mars, il dépose une gerbe de fleurs devant l'hôpital de Bron, en mémoire de Véronique. Il maintient le contact avec quelques gendarmes qui ont travaillé sur l'affaire, espérant qu'un jour, un élément nouveau fera surface. Mais les années passent, et le mystère reste entier. Véronique Castellan devient une ombre dans les archives judiciaires, un nom parmi tant d'autres. Pourtant, à l'insu de tous, un élément crucial existe quelque part dans les méandres des systèmes de télécommunication de l'époque. Un enregistrement automatique, conservé dans les archives de France Télécom, attend d'être découvert. Cet enregistrement, effectué dans le cadre de procédures techniques de maintenance, contient les derniers mots de Véronique Castellan, prononcés 3 jours après sa disparition. Mais en 1994, personne ne sait que cette bande magnétique existe. Elle repose dans un carton étiqueté, au milieu de milliers d'autres, dans un entrepôt de la banlieue lyonnaise, attendant qu'un hasard extraordinaire la ramène à la lumière. Le capitaine Dumont établit rapidement un périmètre d'investigation centré sur l'hôpital psychiatrique de Bron. Son expérience lui dicte de commencer par l'intérieur, par ceux qui connaissaient Véronique et avaient accès au lieu. Il ordonne des vérifications approfondies sur tout le personnel de nuit présent le 11 mars. Aides-soignantes, infirmiers, agents de sécurité, techniciens de maintenance, chacun est convoqué pour un interrogatoire formel. Les emplois du temps sont reconstitués minute par minute, mais les déclarations demeurent floues, imprécises, parfois contradictoires. Personne ne veut admettre avoir failli dans sa surveillance. Martine Leblanc, l'aide-soignante qui affirme avoir vu Véronique vers minuit et demi, devient une témoin clé. Le capitaine Dumont la reçoit à 3 reprises. Elle maintient sa version. Véronique était sortie de sa chambre, marchait lentement dans le couloir, semblait désorientée. Martine lui a proposé de regagner sa chambre. Véronique a acquiescé sans un mot. Martine l'a raccompagnée, a vérifié qu'elle se couchait, puis a repris sa ronde. Mais l'infirmière responsable conteste ce récit, affirmant que Martine n'était pas dans ce secteur à 7 heures. Un doute s'installe sur la fiabilité de ce témoignage crucial. L'examen des installations électriques de l'hôpital révèle un système vétuste, mal entretenu depuis des années. Le tableau principal montre des traces de surchauffe récentes, mais les experts ne peuvent déterminer si la panne était accidentelle ou provoquée. Le système de générateur de secours n'a pas été testé depuis plus d'1 an. Au moment de la panne, personne n'a pensé à vérifier pourquoi il ne se déclenchait pas. Cette négligence technique complique l'enquête. Impossible de savoir si quelqu'un a délibérément saboté l'électricité pour faciliter la disparition de Véronique, ou si c'est une simple malchance. Le capitaine Dumont s'intéresse ensuite au parcours psychiatrique de Véronique. Il obtient l'autorisation d'accéder à son dossier médical. Ce qu'il découvre, le trouble. Véronique n'était pas simplement dépressive. Elle avait développé des idées délirantes dans les semaines précédant sa disparition. Elle affirmait être surveillée, suivie par des inconnus. Elle prétendait que quelqu'un voulait lui faire du mal sans pouvoir identifier cette menace. Les psychiatres avaient interprété ces propos comme des symptômes d'une dépression psychotique. Mais si Véronique disait la vérité, si elle était réellement en danger, une piste se dessine autour d'un visiteur mystérieux. Selon le registre d'entrée de l'hôpital, un homme s'est présenté le 10 mars, la veille de la disparition, demandant à voir Véronique Castellan. Le vigile de l'accueil a noté qu'il se prénommait Daniel, sans relever son nom de famille ni vérifier son identité. Véronique a refusé de le recevoir. L'homme est reparti sans insister. Le capitaine Dumont tente d'identifier ce Daniel. Michel Castellan ne connaît personne de ce prénom dans l'entourage de sa femme. Les collègues de travail de Véronique ne fournissent aucune piste.
Ce visiteur reste une énigme, peut-être sans lien avec la disparition, peut-être au cœur du mystère. Les recherches dans les bois de Bron se poursuivent pendant tout le mois de mars. Les gendarmes explorent systématiquement chaque zone boisée dans un rayon de 5 km autour de l'hôpital. Ils interrogent les habitants des hameaux isolés, les agriculteurs, les chasseurs qui connaissent le terrain. Personne n'a vu une femme correspondant au signalement de Véronique errer dans les environs. Les fossés le long des routes sont inspectés, les étangs sondés, les carrières abandonnées visitées. Aucun corps, aucun vêtement, aucun indice matériel ne vient alimenter l'enquête. C'est comme si Véronique s'était dissoute dans l'air. En avril, le capitaine Dumont reçoit un coup de fil intrigant. Un ancien patient de l'hôpital de Bron, interné en même temps que Véronique, contacte la gendarmerie. Il affirme que Véronique lui avait confié vouloir s'enfuir. Elle aurait évoqué un plan, une aide extérieure sans donner de détails. Cet homme, Pierre Garnier, souffre de troubles bipolaires. Sa crédibilité est questionnable. Le capitaine l'interroge longuement, mais le témoignage reste vague, sans éléments concrets vérifiables. Pierre ne peut pas dire qui aurait aidé Véronique, ni comment elle comptait s'y prendre. Ce témoignage soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Les investigations financières ne mènent nulle part. Le compte bancaire de Véronique n'a connu aucun mouvement depuis janvier 1994, avant son internement. Elle ne possédait pas de carte bancaire personnelle. Son livret d'épargne, contenant 3 000 francs, n'a pas été touché. Si elle a fui volontairement, elle l'a fait sans argent, ce qui semble improbable pour survivre longtemps. Le capitaine Dumont explore l'hypothèse d'une complicité financière, quelqu'un qui aurait fourni de l'argent liquide à Véronique. Mais là encore, aucun élément ne vient étayer cette théorie. Tous les proches interrogés jurent n'avoir eu aucun contact avec elle. En mai 1994, une équipe de plongeurs de la gendarmerie explore les plans d'eau de la région. Plusieurs étangs autour de Bron sont minutieusement sondés. Les plongeurs inspectent les berges, fouillent la vase, recherchent tout objet suspect. Ces opérations mobilisent des moyens importants mais restent infructueuses. Le capitaine Dumont commence à envisager sérieusement l'hypothèse du suicide dans un lieu improbable, un endroit où le corps ne serait jamais retrouvé. Les forêts de la région offrent de nombreuses possibilités pour disparaître définitivement. Mais Michel Castellan refuse cette explication, convaincu que sa femme n'aurait pas abandonné ses enfants sans un mot. L'été 1994 apporte son lot de témoignages contradictoires. Plusieurs personnes affirment avoir vu Véronique dans différentes villes de France, à Grenoble, à Annecy, à Chambéry, même à Paris. Chaque signalement est vérifié, chaque piste explorée. Mais à chaque fois, il s'agit d'une erreur d'identification, d'une ressemblance fortuite. Ces fausses alertes épuisent les ressources de l'enquête et démoralisent la famille. Le capitaine Dumont comprend que sans éléments nouveaux concrets, l'affaire va progressivement tomber dans l'oubli. Il rédige un rapport détaillé, résumant tous les aspects de l'enquête, toutes les pistes explorées, pour qu'un futur enquêteur puisse reprendre le dossier. En septembre 1994, le capitaine Dumont est muté à Valence. Le dossier Castellan passe entre les mains du lieutenant Moreau, un gendarme plus jeune, moins expérimenté. Moreau reprend l'affaire avec un regard neuf, mais conclut rapidement qu'il n'y a rien de nouveau à découvrir. Pour lui, Véronique Castellan a quitté l'hôpital de son plein gré, probablement aidée par un complice jamais identifié, et a refait sa vie ailleurs sous une nouvelle identité. C'est la théorie la plus simple, celle qui permet de classer le dossier sans trop de remords. Michel Castellan proteste, demande que les recherches continuent, mais ses réclamations se perdent dans l'indifférence administrative. L'année 1995 voit l'apparition de plusieurs suspects potentiels, chacun écarté après vérification. Le premier est un infirmier de l'hôpital de Bron, recruté quelques mois avant la disparition de Véronique. Cet homme, Christophe Valentin, a un passé trouble. Il a été licencié de son précédent poste à Grenoble pour des motifs disciplinaires jamais totalement éclaircis. Certains collègues le décrivent comme instable, d'autres le défendent. Une rumeur circule selon laquelle il aurait eu un comportement déplacé envers des patientes. Le lieutenant Moreau l'interroge à plusieurs reprises. Christophe nie toute implication dans la disparition. Les vérifications sur Christophe Valentin révèlent qu'il était effectivement de service la nuit du 11 au 12 mars 1994. Il travaillait dans un autre pavillon de l'hôpital,
mais aurait pu se déplacer sans difficulté pendant la panne électrique. Le lieutenant Moreau obtient une commission rogatoire pour fouiller le domicile de Christophe, un petit appartement à Villeurbanne. Rien de suspect n'est découvert, pas d'objet appartenant à Véronique, pas de documents compromettants, pas de traces de violence. Christophe fournit un alibi pour les jours suivant la disparition, confirmé par des témoins. La piste s'effondre, faute de preuves tangibles. Un deuxième suspect émerge à l'été 1995. Michel Castellan reçoit un appel anonyme d'un homme affirmant connaître la vérité sur la disparition de Véronique. L'homme demande de l'argent en échange d'informations. Michel alerte immédiatement la gendarmerie. Un dispositif est mis en place pour piéger l'individu lors d'un rendez-vous organisé dans un café de Vaux-en-Velin. L'homme se présente. Il s'agit d'un marginal, sans domicile fixe, connu des services de police pour diverses escroqueries. Il n'a évidemment aucune information sur Véronique. Il a simplement tenté de profiter du désespoir de Michel pour soutirer de l'argent. Il est interpellé et condamné pour tentative d'extorsion. La même année, une théorie étrange se propage dans les cercles de l'hôpital psychiatrique de Bronn. Plusieurs employés évoquent l'existence d'un réseau clandestin d'aide aux patients souhaitant s'évader des institutions. Ce réseau, composé d'anciens patients et de militants anti-psychiatrie, faciliterait les fugues, fournirait de faux papiers, hébergerait les fugitifs le temps qu'ils refassent leur vie ailleurs. Le lieutenant Moreau enquête sur cette rumeur. Il interroge des associations de défense des droits des patients, des militants connus pour leur position radicale. Personne ne confirme l'existence d'un tel réseau. La théorie s'avère être une légende urbaine, sans fondement réel. En 1996, Michel Castellan engage un détective privé, Jean-Claude Ferrière, ancien policier reconverti. Ferrière reprend toute l'enquête depuis le début, consulte les dossiers, réinterroge les témoins. Il se concentre sur la panne électrique, convaincu qu'elle n'était pas accidentelle. Il fait analyser les installations par un expert indépendant. L'expert conclut que la panne aurait pu être provoquée, mais que les preuves ont disparu avec le temps et les réparations effectuées. Ferrière explore ensuite l'hypothèse d'un enlèvement organisé par un patient ou un ancien patient obsédé par Véronique. Mais aucun profil ne correspond dans les dossiers accessibles. Ferrière passe des mois à éplucher les archives de l'hôpital, à reconstituer la liste de tous les patients présents en mars 1994. Il identifie plusieurs individus ayant des antécédents de violence ou de comportements obsessionnels. Chacun est localisé et interrogé. Tous nient avoir eu le moindre lien avec Véronique. Certains étaient encore internés au moment de la disparition, d'autres se trouvaient dans des villes éloignées. Les alibis sont vérifiés, les déplacements reconstitués. Aucune piste sérieuse n'émerge de ce travail colossal. Ferrière rédige un rapport de 80 pages pour Michel Castellan, concluant que la disparition reste inexplicable en l'état actuel des informations disponibles. Une autre impasse surgit en 1997. Une femme se présente à la gendarmerie de Bron, affirmant être Véronique Castellan. Elle explique avoir perdu la mémoire après un accident en 1994, avoir vécu plusieurs années sans savoir qui elle était et avoir récemment recouvré quelques souvenirs. Michel Castellan est contacté en urgence. Il se rend à la gendarmerie, le cœur battant, l'espoir retrouvé. Mais dès qu'il voit la femme, il comprend que ce n'est pas Véronique. La ressemblance est superficielle. Des tests ADN sont néanmoins effectués pour lever toute ambiguïté. Ils confirment que cette femme n'a aucun lien génétique avec la famille Castellan. Elle souffrait en réalité de troubles psychiatriques sévères, se croyant sincèrement être Véronique. L'affaire connaît un regain d'intérêt médiatique en 1998, quand une émission de télévision consacrée aux disparitions inexpliquées diffuse un reportage sur Véronique Castellan. Des dizaines d'appels affluent suite à l'émission. Des téléspectateurs affirment avoir vu Véronique dans des lieux aussi variés que Marseille, Toulouse, Strasbourg, même en Belgique. Chaque signalement est vérifié par les gendarmes locaux. Aucun ne se révèle fondé. Cette vague de faux témoignages illustre la fascination morbide du public pour les mystères non résolus, mais n'apporte rien de concret à l'enquête. Michel Castellan, épuisé par ses faux espoirs répétés, refuse désormais toute médiatisation de l'affaire. En 1999, une nouvelle théorie est avancée par un criminologue consultant pour la gendarmerie. Il suggère que Véronique a pu être victime d'un tueur en série non identifié, actif dans la région lyonnaise au début des années 90.
Plusieurs femmes ont disparu dans des circonstances similaires à cette époque, sans qu'aucun corps ne soit retrouvé. Le criminologue pense qu'un prédateur ciblait des femmes vulnérables, isolées, faciles à aborder. Cette hypothèse est explorée pendant plusieurs mois. Les dossiers de disparition sont comparés, les lieux et dates analysés, mais aucun schéma cohérent n'émerge, aucun lien probant entre les affaires. La théorie du tueur en série est finalement abandonnée. À l'aube des années 2000, le dossier Véronique Castellan est pratiquement au point mort. Plus aucune enquête active n'est menée. Le lieutenant Moreau prend sa retraite en 2001, emportant avec lui le souvenir d'une affaire jamais résolue qui l'a hanté pendant 7 ans. Son successeur classe définitivement le dossier dans les archives. Pour la justice, Véronique Castellan est présumée décédée, bien qu'aucun jugement de décès ne soit prononcé. Michel et ses enfants ont appris à vivre avec cette absence inexpliquée, ce vide qui ne sera jamais comblé. Ils ne savent pas qu'un élément crucial, enregistré en mars 1994, dort toujours quelque part dans les archives de France Télécom. Septembre 2004. Christophe Blanchard, technicien aux archives de France Télécom à Lyon, effectue un inventaire de vieilles bandes magnétiques destinées à la destruction. Depuis la numérisation des systèmes, ces supports analogiques n'ont plus d'utilité. Ils doivent être détruits conformément aux procédures de sécurité. Christophe passe ses journées à trier des cartons poussiéreux contenant des milliers d'heures d'enregistrement de maintenance, de tests techniques, de communications interceptées dans le cadre de procédures judiciaires. Un travail fastidieux, répétitif, ennuyeux. Mais ce jour-là, il tombe sur un carton étiqueté mars 1994, secteur Villefranche-sur-Saône, appel automatiquement enregistré. Par curiosité, Christophe décide d'écouter quelques-unes de ces bandes avant de les détruire. La plupart contiennent des conversations banales, des tests de ligne, des parasites techniques. Puis il charge une bande datée du 15 mars 1994, 3h12 du matin. L'enregistrement démarre. Une femme compose un numéro depuis une cabine publique. Le téléphone sonne dans le vide. Personne ne répond. La femme laisse un message sur un répondeur. Sa voix tremble, elle semble terrorisée. Elle dit « Michel, c'est moi, je suis à Villefranche, près de la gare routière, il m'a trouvé. Il va... » Puis un bruit sourd, un cri étouffé. La communication est brusquement coupée. Christophe Blanchard reste figé, casque sur les oreilles. Cette voix chargée d'effroi, ce message interrompu, cette menace implicite. Il rembobine la bande, réécoute plusieurs fois. L'indicatif du numéro composé correspond à la région lyonnaise. Il note toutes les informations techniques, date, heure, localisation de la cabine, numéro appelé. Il ne sait pas qui est cette femme, mais son instinct lui dit que cet enregistrement est important. Il décide de ne pas détruire la bande et la met de côté. Le lendemain, il contacte sa hiérarchie pour signaler cette découverte inhabituelle. Après quelques jours de procédures internes, l'enregistrement est transmis à la gendarmerie de Lyon. Le dossier atterrit sur le bureau du capitaine Sophie Marchand, responsable des affaires non résolues. Elle écoute l'enregistrement avec attention. La qualité sonore est médiocre, mais les mots sont distincts. Michel, c'est moi. Ce prénom est courant, mais associé à la date et au lieu. Sophie Marchand effectue une recherche dans les archives. Elle découvre l'affaire Véronique Castellan, disparue d'un hôpital psychiatrique de Bron le 12 mars 1994. Son ex-mari s'appelle Michel. La cabine de Villefranche-sur-Saône se trouve à 20 km de Bron. La chronologie coïncide. Cet enregistrement pourrait être la voix de Véronique Castellan, 3 jours après sa disparition. Sophie Marchand retrouve les coordonnées de Michel Castellan. Elle l'appelle pour l'informer de cette découverte inattendue. Michel, maintenant âgé de 62 ans, n'en croit pas ses oreilles. Après 10 ans de silence, après avoir perdu tout espoir, un enregistrement ressurgi des archives pourrait enfin apporter des réponses. Il se rend immédiatement à la gendarmerie de Lyon pour écouter la bande. Quand la voix résonne dans le petit bureau, Michel s'effondre. C'est elle. C'est Véronique. Il reconnaît sa voix, son intonation, cette manière spécifique de prononcer son prénom. Les larmes coulent sur ses joues. Après tant d'années, sa femme avait essayé de le contacter. L'analyse technique de l'enregistrement commence. Le numéro composé par Véronique correspond bien au téléphone personnel de Michel Castellan en 1994. Le 15 mars était un mardi.
Michel consulte son agenda de l'époque. Il était au travail à 3 heures du matin. Son garage effectuait des dépannages de nuit. Il n'a jamais reçu ce message. Son répondeur devait être plein ou défaillant. Véronique l'appelait au secours. Quelqu'un la poursuivait. Elle était en danger. Mais qui? L'enregistrement est trop court pour identifier des bruits de fond significatifs. Les experts tentent de filtrer les parasites, d'isoler d'autres sons. On entend vaguement une voiture au loin, peut-être des pas précipités. Sophie Marchand reconstitue le parcours probable de Véronique. Elle a quitté l'hôpital de Bron dans la nuit du 11 au 12 mars. Sa veste a été retrouvée dans les bois le 13 mars. Elle a survécu pendant au moins 3 jours, se cachant probablement, tentant d'échapper à quelqu'un. Le 15 mars au matin, elle atteint Villefranche-sur-Saône. Elle trouve une cabine, compose le numéro de Michel, laisse ce message désespéré. Puis quelqu'un l'interrompt. La communication est coupée. Après cela, plus aucune trace. Véronique Castellan disparaît définitivement. La question centrale devient qui la poursuivait? Qui est cet homme mystérieux qu'elle mentionne? L'enquête est officiellement rouverte en octobre 2004. Une nouvelle équipe se penche sur tous les éléments du dossier initial. La cabine téléphonique de Villefranche-sur-Saône, identifiée dans l'enregistrement, existe toujours en 2004, mais elle a été rénovée plusieurs fois. Aucune trace physique de l'événement de 1994 ne subsiste. Les gendarmes interrogent les commerçants du quartier, les habitants, espérant trouver quelqu'un qui se souvient de cette nuit de mars. Mais 10 ans ont passé. Les mémoires sont floues. Les témoins potentiels ont déménagé ou ne se rappellent rien. Cette piste semble elle aussi conduire à une impasse supplémentaire. Sophie Marchand reprend l'hypothèse du visiteur mystérieux. Ce Daniel venu voir Véronique le 10 mars 1994. Elle consulte les registres de l'hôpital, retrouve la mention dans le cahier d'entrée. Le vigile qui avait noté ce prénom est décédé en 2001. Impossible de l'interroger pour obtenir un signalement précis. Sophie lance des recherches dans les fichiers de police sur des individus prénommés Daniel, ayant un lien avec Bron, Villefranche ou l'hôpital psychiatrique. Des dizaines de noms ressortent. Chacun doit être vérifié, localisé, éventuellement interrogé. C'est un travail colossal, sans garantie de résultat, mais c'est la seule piste tangible qui relie la disparition à une menace identifiable. Parallèlement, Sophie Marchand demande une expertise vocale approfondie de l'enregistrement. Un spécialiste du laboratoire de police scientifique de Lyon analyse la voix, tente d'extraire des informations sur l'environnement sonore. Il confirme que la voix correspond avec une forte probabilité à celle de Véronique Castellan, comparée à d'anciens enregistrements familiaux fournis par Michel. L'expert détecte également un bruit de fond inhabituel juste avant la coupure, un claquement métallique, comme une portière de voiture qui se ferme violemment. Ce détail suggère que Véronique a été rattrapée par quelqu'un arrivé en véhicule. L'agresseur l'aurait forcée à monter dans une voiture, coupant net la communication téléphonique. L'enregistrement change la nature de l'affaire. Il ne s'agit plus d'une disparition volontaire, ni même d'un suicide. Véronique Castellan a été victime d'un enlèvement, probablement suivi d'un crime. Sophie Marchand demande que l'affaire soit requalifiée en enlèvement et homicide présumé. Une nouvelle conférence de presse est organisée en novembre 2004. Michel Castellan, accompagné de ses enfants désormais adultes, lance un nouvel appel à témoins. L'enregistrement est diffusé partiellement dans les médias, créant un choc dans l'opinion publique. La voix terrifiée de Véronique bouleverse ceux qui l'entendent. Pendant quelques semaines, l'affaire Castellan redevient un sujet de conversation, un mystère qui passionne et obsède. Les semaines qui suivent la diffusion de l'enregistrement apportent leur lot de témoignages. Plusieurs personnes contactent la gendarmerie, affirmant avoir vu une femme correspondant au signalement de Véronique à Villefranche-sur-Saône, mi-mars 1994. Une commerçante se souvient d'une femme hagarde, sale, qui traînait près de la gare routière pendant 2 ou 3 jours. Elle semblait avoir peur, regardait constamment autour d'elle, sursautait au moindre bruit. Cette description correspond parfaitement au comportement de quelqu'un qui se cache, qui fuit un danger. Mais la commerçante ne l'a pas signalé à l'époque, pensant qu'il s'agissait simplement d'une sans-abri. Elle n'a fait aucun lien avec la disparition médiatisée de Véronique. Un autre témoin, chauffeur de bus à la retraite, affirme avoir transporté une femme ressemblant à Véronique le 14 mars 1994, sur la ligne reliant Bron à Villefranche-sur-Saône. Cette femme était montée à un arrêt isolé en pleine campagne,
avait payé en pièces, était descendu à Villefranche sans dire un mot. Le chauffeur avait remarqué son état, cheveux emmêlés, vêtements froissés, regard apeuré. Il avait pensé qu'elle sortait d'une nuit difficile, sans imaginer qu'elle était recherchée par la police. Ce témoignage confirme le parcours de Véronique entre Bron et Villefranche, mais n'explique pas qui la poursuivait ni pourquoi. Sophie Marchand intensifie les recherches sur l'identité de l'homme mentionné dans le message. Elle reprend la piste de Daniel, le visiteur refusé par Véronique le 10 mars. Elle élargit les recherches aux patients masculins de l'hôpital de Bron ayant côtoyé Véronique pendant son séjour. Plusieurs noms émergent, mais un en particulier attire son attention. Daniel Morel, 48 ans en 1994, interné pour troubles psychotiques et comportements agressifs envers les femmes. Il avait été libéré de l'hôpital le 5 mars 1994, une semaine avant la disparition de Véronique. Les dossiers indiquent qu'il avait manifesté une obsession pour plusieurs patientes, incluant Véronique. Sophie Marchand localise Daniel Morel en 2004. Il vit à Roanne, à 80 km de Lyon, dans un foyer pour adultes en difficulté. Interrogé, il nie d'abord avoir connu Véronique Castellan. Confronté aux preuves de son internement simultané, il finit par admettre qu'il se souvient vaguement d'elle. Mais il affirme n'avoir jamais cherché à la contacter après sa sortie de l'hôpital. Il prétend avoir été chez lui, à Roanne, pendant toute la période de mars 1994. Ces dires sont vérifiés. Daniel Morel était effectivement suivi par un travailleur social qui confirme sa présence régulière à Roanne. Des témoins le situent dans la région durant cette période. Son alibi semble tenir, même s'il reste fragile. Pourtant, Sophie Marchand n'est pas convaincue. Elle demande une perquisition au domicile de Daniel Morel. Dans son logement encombré, au milieu de piles de journaux et d'objets hétéroclites, les gendarmes trouvent un carton contenant des photos découpées dans des magazines, des articles de presse sur des femmes disparues, incluant un article sur Véronique Castellan datant de 1994. Daniel possède aussi un vieux carnet où sont notés des noms de femmes, des adresses, des numéros de téléphone. Le nom de Véronique Castellan figure dans ce carnet, avec une adresse à Villeurbanne qui correspond à son ancien domicile. Cette découverte relance les soupçons. Interrogé une nouvelle fois, Daniel Morel commence à se contredire. Il admet avoir été fasciné par Véronique pendant son internement, mais jure ne jamais l'avoir suivie ni menacée. Il explique avoir conservé l'article de journal par simple intérêt pour l'affaire, pas par obsession. Le carnet daterait d'avant son internement. Il ne se souvient pas pourquoi il y avait inscrit le nom de Véronique. Ses explications sont confuses, incohérentes. Les psychiatres consultés estiment que Daniel Morel, compte tenu de ses troubles, pourrait avoir oublié des pans entiers de son comportement en mars 1994. Impossible de savoir s'il ment ou s'il est sincèrement perdu dans ses souvenirs fragmentés. L'ADN de Daniel Morel est prélevé et comparé à des traces éventuelles conservées dans le dossier de 1994. Mais aucune trace ADN exploitable n'avait été collectée à l'époque. La veste retrouvée en mars 1994 a été conservée, mais elle ne contient que l'ADN de Véronique. Aucun élément matériel ne permet de relier formellement Daniel Morel à la disparition. Sans aveu, sans preuve physique, impossible de l'inculper. Le juge d'instruction qui supervise l'enquête décide de le placer sous surveillance, espérant qu'un élément nouveau surgira. Mais Daniel Morel ne fait rien de suspect, vit sa vie routinière au foyer de Roanne, ne tente pas de fuir. En janvier 2005, Sophie Marchand reçoit un coup de fil d'un ancien gendarme retraité, Paul Girard, qui avait travaillé sur l'affaire en 1994. Il souhaite la rencontrer pour partager une information qu'il avait gardée pour lui par doute et culpabilité. Lors de la rencontre, Paul Girard avoue qu'en mars 1994, il avait reçu un appel anonyme d'un homme affirmant savoir où se trouvait Véronique Castellan. L'homme avait donné une adresse à Villefranche, un hangar désaffecté près de la zone industrielle. Paul s'était rendu sur place avec un collègue. Ils avaient exploré le hangar, trouvé quelques traces de passages récents, mais aucune preuve de la présence de Véronique. Paul avait conclu à une fausse piste et n'avait pas officiellement rapporté cet épisode. Sophie Marchand demande immédiatement une nouvelle perquisition du hangar mentionné, bien que 20 ans se soient écoulés. Le lieu a été partiellement démoli en 2001 lors d'un réaménagement urbain.
Ce qui reste est envahi par la végétation, délabré, inaccessible. Une équipe de techniciens pénètre dans les ruines. Ils fouillent méthodiquement chaque recoin, chaque anfractuosité. Au fond d'une pièce effondrée sous des gravats, ils découvrent des lambeaux de tissu correspondant au type de vêtements que portait Véronique en mars 1994. Des analyses sont effectuées. L'ADN extrait des fibres correspond à celui de Véronique Castellan. Elle était bien passée par ce hangar, probablement retenue contre son gré pendant quelques jours avant sa tentative d'appel téléphonique. Cette découverte transforme le hangar en scène de crime potentiel. Les techniciens intensifient les recherches, espérant trouver d'autres traces, cheveux, sang, empreintes digitales. Ils trouvent des graffitis anciens sur les murs, des bouteilles vides, des mégots de cigarettes. Tout est prélevé, analysé. Parmi les mégots, un profil ADN partiellement exploitable est extrait. Il ne correspond à aucun fichier connu. Ce pourrait être l'ADN du ravisseur, mais sans individu à qui le comparer, cette information reste en suspens. Sophie Marchand fait comparer cet ADN à celui de Daniel Morel. Pas de correspondance. Daniel Morel n'est pas le propriétaire de cet ADN. Un autre homme était présent dans ce hangar, un homme jamais identifié. L'affaire se trouve à nouveau dans une impasse, mais avec de nouveaux éléments troublants. Véronique Castellan a été séquestrée dans ce hangar pendant plusieurs jours. Elle a réussi à s'échapper, a erré jusqu'à la cabine téléphonique, a tenté de contacter Michel. Puis son ravisseur l'a rattrapée. Après cela, toute trace disparaît. Aucun corps n'a été retrouvé malgré de nouvelles fouilles dans les environs du hangar et de Villefranche. Sophie Marchand émet l'hypothèse que Véronique a été tuée et que son corps a été dissimulé dans un lieu encore inconnu. L'enquête se poursuit, mais sans nouveaux témoignages ni preuves matérielles, elle risque de s'enliser une nouvelle fois dans le silence des années. Michel Castellan, maintenant âgé, accepte difficilement cette vérité partielle. Il sait désormais que sa femme a été victime d'un crime, qu'elle a lutté pour survivre, qu'elle a tenté de le joindre au dernier moment. Mais il ne connaîtra probablement jamais l'identité de son assassin, ni le lieu où repose son corps. Ses enfants, Thomas et Émilie, vivent avec le poids de cette histoire inachevée. Ils ont accepté que leur mère ne reviendra jamais, mais continuent d'espérer que la justice finira par identifier le coupable. L'ADN retrouvé dans le hangar reste dans les fichiers, attendant une correspondance future, un suspect qui se dévoilera peut-être un jour par un autre crime. L'affaire Véronique Castellan reste officiellement ouverte en 2025, plus de 30 ans après sa disparition. Sophie Marchand a pris sa retraite en 2018, laissant le dossier à de nouveaux enquêteurs qui, périodiquement, reprennent les investigations quand de nouvelles technologies d'analyse ADN deviennent disponibles. Daniel Morel est décédé en 2019 sans avoir jamais avoué de lien avec la disparition. Son profil ADN n'a jamais correspondu aux traces trouvées dans le hangar. L'identité du ravisseur demeure un mystère absolu. Michel Castellan, aujourd'hui très âgé, espère encore des réponses avant de mourir, mais sait que le temps joue contre la vérité. L'enregistrement de mars 1994 résonne comme un témoignage glaçant de la terreur vécue par Véronique dans ses derniers instants de liberté. Cette voix tremblante, ce cri étouffé, ont marqué tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Les enquêteurs successifs ont tous été hantés par l'impossibilité de résoudre ce mystère, par la frustration de savoir sans pouvoir prouver. Quelque part en France, un homme a enlevé, séquestré, probablement tué Véronique Castellan en mars 1994. Cet homme a peut-être commis d'autres crimes, ou vit paisiblement en croyant que son secret est enterré à jamais avec le corps de sa victime. Mais les archives parlent parfois, comme cet enregistrement ressurgit 10 ans après les faits. Les progrès de la science génétique offrent chaque année de nouvelles possibilités d'identification. Si vous avez des informations sur cette affaire, si vous habitiez Villefranche-sur-Saône en mars 1994 et avez remarqué quelque chose d'inhabituel près de la gare routière, contactez les autorités. Chaque détail compte. Et vous qui regardez cette vidéo, n'oubliez pas de commenter de quelle ville vous nous suivez, de vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les mystères non résolus de France, et de laisser un like si vous souhaitez plus d'histoires vraies qui glacent le sang. Véronique Castellan mérite que la vérité éclate un jour.